en France. Entre 1902 et 1903, Pathé Frères produit ce qui sera un des premiers longs métrages de l'histoire du cinéma, La vie et la passion de Jésus-Christ. La mise en scène en est confiée à Lucien Nonguet, initialement placé sous la direction de Ferdinand Zecca. Ce dernier ayant proposé à Charles Pathé de produire lui-même ses films et Pathé ayant refusé, Zecca part travailler pour Gaumont en 1903 et Nonguet termine seul la mise en scène du film. Le film sort sur les écrans français en mai 1903. Inspiré de l'iconographie des illustrations de la Bible par Gustave Doré, ce véritable blockbuster de l'époque porte l'histoire de l'Évangile à l'écran. Initialement composé de 18 tableaux, le film est, compte tenu de son succès, porté à 32 tableaux introduits par des intertitres. Les différents tableaux étaient vendus ensemble ou séparément, en noir et blanc ou en couleur, l'agencement final étant laissé au choix de l'exploitant. Des versions réduites à 12 ou 20 tableaux étaient également proposées. L'ensemble des 32 tableaux porte l'œuvre à une durée totale de 44 minutes et 30 secondes. Pour des raisons de droit d'auteur, le symbole Pathé, un coq, est visible dans la plupart des tableaux. Le film est particulièrement sophistiqué pour son temps. Les scènes ou tableaux sont souvent composés de plusieurs plans, les décors naturels et reproduits se mélangent. La colorisation était encore rare et complexe à établir. Le film a été colorié à la main dans un premier temps, puis arrangé grâce à la technique naissante du pochoir. Le film présente quelques mouvements de caméra, tels que des mouvements panoramiques. Il présente également son lot d'effets spéciaux, tels que Jésus marchant sur l'eau grâce à une double impression de la pellicule. Le film connut un grand succès international. Gaumont l'imita en 1906 avec La naissance, la vie et la mort du Christ, réalisé par Alice Guy Blaché et d'une durée de 32 minutes, tandis que Zecca en fit une autre version en 1907, cette fois avec Segundo de Chaumont, et qui s'appelle Vie et passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le succès de son Voyage dans la Lune sorti en 1902, la popularité de Georges Méliès ne cesse d'augmenter. C'est dans ce contexte qu'il tourne Le Royaume des Fées en 1903, et qui sera le premier film de Georges Méliès à dépasser les 300 mètres de pellicule, soit son film le plus long réalisé jusqu'alors pour une durée exceptionnelle de 16 minutes. Le film a été entièrement colorié à la main, et sa projection était accompagnée d'un commentaire dit en direct par un bonimenteur et permettant aux spectateurs de pouvoir comprendre l'action. La princesse Azurine est fiancée au prince Belle-Azor, en présence des fées marraines. Mais le roi a oublié d'inviter la sorcière qui, furieuse, se venge en faisant enlever Azurine pendant son sommeil. Belle-Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora. Il lui faudra traverser la mer, survivre à un naufrage, rencontrer Neptune, être avalé puis recraché par une baleine, nager jusqu'à la tour où est retenue Azurine pour finalement vaincre la sorcière et délivrer sa belle pour l'épouser au milieu des réjouissances de la cour. Cette féerie en 32 tableaux sortie en septembre 1903 s'inspire de pièces qui se jouaient au Châtelet à cette époque. Selon l'historien du cinéma Georges Sadoul, le film aurait été librement adapté de La Biche au bois, une féerie populaire des frères Groignard, dont la première eut lieu en mars 1845 au théâtre de la Porte Saint-Martin et a souvent été reprise jusqu'à la fin du XIXe siècle. Une publication du Centre national du cinéma cite quant à elle Charles Perrault et Sa Belle au bois dormant comme étant l'inspiration la plus directe pour le film. À l'instar du Voyage dans la Lune ou du Voyage à travers l'impossible qui sortira en 1904, Le Royaume des Fées a été l'un des films les plus populaires des premières années du XXe siècle et est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme étant le meilleur film de Georges Méliès, ou en tout cas le plus poétique. Au Royaume-Uni. Le 17 octobre 1903 sort sur les écrans la toute première adaptation de l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, réalisée par Cecil Epworth et Percy Stowe. Tourné 37 ans à peine après la publication du roman, le film est notable par son utilisation d'effets spéciaux élaborés, comme la chute dans le terrier du lapin, les changements de taille d'Alice ou la transformation d'un bébé en cochon. Avec sa durée originelle de 12 minutes, Alice au pays des merveilles est alors le plus long film jamais produit en Grande-Bretagne. Il n'existe qu'une copie originale plutôt endommagée avec des pièces manquantes détenues par les archives nationales du British Film Institute. Le British Film Institute a restauré des sections dans ses teintes d'origine. Le film est aujourd'hui visible dans une version raccourcie à environ 8 minutes et 19 secondes. Aux États-Unis. Le 4 janvier 1903, une équipe de tournage de la société de cinéma Edison assiste avec la presse invitée à l'exécution publique de l'éléphant Topsy. Topsy était à l'origine la propriété de Forpo Circus, où elle a tué un spectateur ivre qui lui a brûlé le bout de la trompe avec un cigare. Elle a été vendue à Sea Lion Park en 1902. Qui a ensuite été vendu à de nouveaux propriétaires qui l'ont transformé en Luna Park. Après avoir décidé qu'ils ne pouvaient plus la gérer, les propriétaires du Luna Park ont annoncé qu'ils pendraient Topsy. Le président de la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux est intervenu et a interdit la pendaison, la qualifiant de moyen de tuer inutilement cruel. Après de nombreuses négociations, une méthode d'étranglement de l'éléphant avec de grandes cordes attachées à un treuil à vapeur a été convenue.
Ils ont également convenu qu'ils utiliseraient au préalable l'empoisonnement au cyanure de potassium et l'électrocution. Le film de la mort de Topsy, probablement dirigé par Edwin Stanton Porter ou Jacob Blair Smith, ne dure que 77 secondes et ne montre que l'électrocution. Il a été ajouté à la gamme de films visibles dans les kinétoscopes Edison à partir du 12 janvier 1903 sous le titre Electrocuting an Elephant. La société Edison a soumis ce film à la Bibliothèque du Congrès en tant que copie papier qui n'est autre qu'un enregistrement photographique de chaque image du film à des fins de droit d'auteur. Cette forme de soumission a peut-être sauvé le film pour la postérité puisque la plupart des films et négatifs de cette période se sont détériorés ou ont été détruits avec le temps. Edwin Stanton Porter commence sa carrière cinématographique chez Edison en 1896, où il exerce en tant que projectionniste. Il deviendra par la suite mécanicien et opérateur et réalisera finalement ses premiers films dès 1900. En 1903, il se fait remarquer pour 2 films, Life of an American Fireman et The Great Train Robbery, intitulé Le vol du Grand Rapide en France. Ce dernier, d'une durée de 11 minutes et 59 secondes, est considéré comme étant le premier western américain de l'histoire du cinéma. Le tout premier western, Kidnapping by Indians, est anglais et date de 1899. Dès sa sortie, le 1er décembre 1903, le film est un immense succès public. Pendant plusieurs années, il a tourné à travers les États-Unis et en 1905, il a été la principale attraction du premier réseau de salles de cinéma, les Nickelodeon. Son succès a fermement établi le cinéma comme divertissement commercial aux États-Unis. Il est considéré comme l'un des premiers blockbusters et était l'un des films les plus populaires de l'ère du cinéma muet jusqu'à la sortie de Naissance d'une nation de David Howard Griffiths en 1915. Dans Le vol du Grand Rapide, on suit 4 hors-la-loi qui attaquent un train. Ils s'emparent de l'argent en faisant sauter le coffre qu'ils transportaient, puis dévalisent les voyageurs et prennent la fuite, poursuivis par des rangers. La plupart des films de l'époque cherchaient à reproduire le point de vue d'une personne regardant une pièce depuis les meilleures places d'un théâtre. Les scènes étaient alors presque exclusivement tournées au niveau des yeux avec une caméra statique. Les films ainsi tournés étaient constitués d'une succession de tableaux. Le film de Porter, grâce à un montage dynamique, donne au récit une structure narrative bien plus complexe. La caméra de Porter était beaucoup plus dynamique et fluide, chevauchant un train et traversant une forêt. Cela a donné au film une sensation beaucoup plus immersive et réaliste que ce à quoi le public était habitué. Dans ce film, il choisit de tourner les scènes d'extérieur avec une vraie locomotive qui roule sur une véritable voie ferrée. Il utilise à la perfection les prises de vue en structurant l'action dans la profondeur, laissant loin derrière lui le style scène de music-hall des films de Georges Méliès à la même époque. Pour montrer la prise de contrôle de la locomotive par les bandits, Porter perche sa caméra sur le toit du premier wagon dans l'axe de la marche du train. On peut voir le wagon d'approvisionnement en combustible et son bois de chauffe, et au fond, l'abri de conduite de la locomotive où le mécanicien surveille les voies tandis que son chauffeur s'active à entretenir le foyer en enfournant des bûches. Dans ce plan superbe, le cinéaste utilise habilement la profondeur de champ qui renforce la puissance émotionnelle par la simultanéité de 2 actions rassemblées dans une même prise de vue, l'une au premier plan proche de la caméra et l'autre dans la profondeur de champ éloignée de la caméra. Porter tente également d'innover sur le plan dramaturgique. Il a voulu mener de front 3 actions parallèles. La première concerne les bandits qui neutralisent le chef de gare, s'emparent du train, dévalisent le fourgon postal et les voyageurs, puis s'enfuient avec leur butin. La deuxième concerne la fille du chef de gare qui vient lui porter son casse-croûte, le découvre ligoté, réussit à le délivrer et lui fait reprendre connaissance. La troisième se concentre sur les rangers et leurs épouses qui font la fête. Les 3 actions se rejoignent lorsque les rangers, alertés par le chef de gare, se lancent à la poursuite des bandits, mais le cinéaste ne sait pas encore que si les actions parallèles se déroulent toujours dans des lieux différents, elles doivent aussi obligatoirement se dérouler dans le même temps. Or, Porter fait l'erreur de montrer chacune des 3 actions dans son ordre de départ chronologique. Au lieu de se dérouler simultanément, les actions cumulent leurs temps respectifs. Le temps supposé réel est en fait l'addition du temps des 3 actions. Et quand les rangers se lancent à la poursuite des bandits, le spectateur sait déjà que ceux-ci sont en train de fuir depuis longtemps et qu'ils ont déjà une sérieuse avance. En posant les jalons de la grammaire cinématographique, Porter ouvre la voie à Griffiths qui en 1908, avec les aventures de Dolly, découvre le secret des actions parallèles appliquées au cinéma. Mais ce film est surtout célèbre pour son plan saisissant d'un bandit tirant face à la caméra. Ce film était livré à la demande du client avec ce célèbre plan où l'on voit Justus D. Barnes, filmé en plan rapproché, ouvrir le feu sur le public. Ce plan pouvait être monté soit en tête du film, soit à la fin, soit en plein milieu quand un voyageur essayant de fuir est aussitôt abattu. Ce plan est effectivement totalement distinct des autres plans et le personnage lui-même est étranger au récit. Mais les spectateurs de l'époque lui réservaient un accueil enthousiaste, mêlé de crainte, certains se baissant par réflexe de défense. Porter et son film imposera au cinéma le mythe du Far West. Et ce dernier plan a tant marqué les esprits qu'on le retrouve quasi à l'identique encore aujourd'hui dans des productions télévisuelles comme Breaking Bad et le dernier épisode de sa saison 3,
ou cinématographique dans la scène finale des Affranchis de Martin Scorsese, où Tommy DeVito alias Joe Pesci vide son chargeur face caméra.